Quand on a bien avancé dans un projet, ça peut être intéressant de prendre un temps pour se rappeler, pourquoi il a commencé, quand il a commencé et avec quelle vision. Le projet dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Dans quelques jours, nous allons voter pour cette Union européenne et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Franck Meyer. Bonjour Franck. Bonjour David, heureux d'être avec toi et avec tous ceux qui nous suivront. Alors, comme nous avions pu le faire, dans d'autres épisodes, notamment par exemple avec, Simone Veil, revenir sur l'histoire, et la fondation, la vision au début par rapport, c'était le sujet, lourd de l'avortement. Aujourd'hui, je pense que ça sera quand même un peu plus léger, enfin je l'espère. Un autre projet, ce projet d'Union européenne. Est-ce que tu pourrais nous parler des personnes qui ont été, à l'origine de ce projet? Bien sûr, alors il y en a trois qu'il faut nommer, hein. Ce sont ceux qu'on appelle les pères fondateurs de l'Union européenne, à la fois Robert Schuman, qui était français, même s'il était né au Luxembourg. Euh, Tous sont des hommes du 19e siècle, hein, par naissance, il faut quand même le préciser, puisque Robert Schuman était né lui, en 1886. Il faut parler également de Konrad Adenauer, qui lui était né en 1876, est allemand. Enfin, un Italien, Alcide de Gasperi, qui était né en 1881. Ces trois hommes ont marqué véritablement les débuts de ce qui sera plus tard l'Union européenne, en tout cas le rapprochement des pays européens. Donc avec ces trois noms, il faut aussi mettre un contexte, celui de trois guerres, celle de 1870-71, celle de 1914-1918 et celle de 1939-1945. Donc trois hommes, trois guerres, un continent marqué par le déchirement et les déchirures. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même le savoir, l'Europe est exsangue. Elle a payé très très cher, humainement parlant, et les haines sont solidement installées parmi les peuples, parce qu'il y a à la fois la haine des perdants, mais il y a la haine aussi des vainqueurs à l'égard des perdants. Et puis, à partir du moment où il y a un armistice signé, on le sait, il y a des accords qui doivent être appliqués et forcément, les perdants sont aussi pénalisés. Donc, il peut naître des sentiments de revanche, etc. Donc, on est dans un contexte, après la Seconde Guerre mondiale, qui est à la fois un contexte d'ébranlement idéologique, on est dans un contexte de déchirure, de souffrance, de nécessité à reconstruire. Et les trois hommes que j'ai nommés, ce sont des hommes politiques démocrates chrétiens. Tous les trois sont catholiques. Et leur foi chrétienne, c'est un élément important de leur propre histoire et aussi de leur vie et de la manière dont ils voient la société aussi. Ils sont inspirés, je l'ai dit tout à l'heure, par la démocratie chrétienne, mais aussi par la doctrine sociale du christianisme, etc. Et donc, ils vont chercher à rapprocher leur pays. Et c'est cette volonté de rapprochement, mais de rapprochement pas pour n'importe quoi, de rapprochement pour la paix, tout simplement, de Mmh. rapprochement pour la réconciliation. On le sait très très bien. Après tous les conflits, il y a le temps ensuite de la réconciliation et de la reconstruction. Sur quelle base faut-il le faire? Et franchement, sur quelle base et avec quelle force et avec quels moyens? Et toutes ces questions-là leur tenaient à cœur et leur foi chrétienne, je le crois et je l'analyse comme cela, et on verra justement après, a profondément dirigé leur volonté de rapprocher leur pays dans le sens de la paix. Mmh. Tu tu il y avait cette volonté de rapprocher et j'imagine qu'ils avaient une vision, ils avaient des choses qu'ils ont imaginé pouvoir mettre en place, des valeurs. Tu as parlé de leurs valeurs chrétiennes. Comment ils imaginaient, hem, on verra plus tard des craintes qu'ils pouvaient avoir Mhm. ou des points d'attention, mais dans un premier temps, quels étaient les fondements qu'ils souhaitaient pour, cette, Europe? Est-ce qu'ils appelaient ça déjà l'Union européenne ou c'était quoi?
Alors non, non pas d'abord appeler ça l'Union européenne, il n'était pas question d'union, je viens de le dire, ils partaient de loin, euh, dans les affrontements et puis dans les blessures. Donc leur première volonté, c'était une volonté de rapprochement. Et ensuite, une volonté évidemment d'aider au pardon. Et dans leur vision pour l'Europe, ils étaient convaincus que seule la fraternité chrétienne pourrait inspirer le rapprochement de leur pays et de leur peuple. Pour une raison simple, c'est qu'on trouve dans l'Évangile euh, une volonté et une indication que je trouve unique au monde, celle d'aimer son ennemi. Et cette recommandation, presque cet ordre, hein, je vais le dire comme ça, de Jésus, non seulement d'aimer son prochain comme soi-même, mais aussi d'aimer son ennemi, eh bien pour eux, c'était une injonction nécessaire. Mais évidemment, elle est difficile à accepter et à comprendre. Et je voudrais lire peut-être un texte de Robert Schuman dans un ouvrage qu'il a écrit qui s'intitule Pour l'Europe. Il écrit ceci. Nous voilà donc sous la contrainte de l'expérience. Après tant d'échecs qu'a subi l'habileté diplomatique ou la générosité de certains hommes, tels que Aristide Briand, en face de terribles menaces que font peser sur l'humanité les progrès vertigineux d'une science orgueilleuse, nous voilà donc ramenés à la loi chrétienne d'une noble mais humble fraternité. Je me coupe, puis je vais reprendre, mais il faut voir ce que ça signifie pour lui de dire que nous sommes, après tant d'échecs, et il ne reproche pas les efforts qui ont été faits sur le plan diplomatique pour sauver la paix en Europe, mais il ne peut que constater l'échec de ces efforts-là. Mmh. Et alors il écrit ensuite, donc parlant de noble mais humble fraternité, et par paradoxe, qui nous surprendrait si nous n'étions pas chrétiens, inconsciemment chrétiens peut-être, nous tendons la main à nos ennemis d'hier, non seulement pour pardonner, mais pour construire ensemble l'Europe de demain. Cette politique nouvelle est à base de solidarité et de confiance progressive. C'est important de noter cela. Elle constitue un acte de foi, non pas comme celui de Jean-Jacques Rousseau dans la bonté humaine, si cruellement démenti depuis 2 siècles, mais un acte de foi dans le bon sens des peuples, enfin persuadés que leur salut réside dans une entente et dans une coopération si solidement organisée entre eux qu'aucun gouvernement ainsi associé ne pourra plus s'y soustraire. Que cette idée d'une Europe réconciliée, unie et forte, soit désormais le mot d'ordre pour les jeunes générations désireuses de servir une humanité enfin affranchie de la haine et de la peur et qui réapprend, après de trop longs déchirements, la fraternité chrétienne, qui réapprend la fraternité chrétienne. Et pour les 3 hommes cités au départ, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, pour eux, c'est seule la fraternité chrétienne et ce qui l'inspire qui pourra sauver le vieux continent des haines qui n'ont jamais cessé de le déchirer. Mmh. Alors, leur idée, parce que ça c'est la grande idée, mais pratico-pratiquement, comment imaginent-ils les choses? Eh bien, ils vont constituer et aider leur pays à constituer la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. L'idée, notamment de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, c'était qu'il ne pourrait pas y avoir une Europe réunie avant d'être unie, une Europe réunie avant d'être unie, ça ne pourrait pas se faire sans un couple franco-allemand fort, fort dans la réconciliation, mais fort également dans un projet d'avenir. Et avec la CECA, les pays concernés mettaient en commun leur production de charbon et d'acier parce que c'était ces productions-là qui permettaient
de fabriquer des armes lourdes, des chars d'assaut, etc., des avions, etc. Et leur idée, c'était que si les moyens de production qui servent aussi autant pour le développement civil que pour le développement militaire, s'il y avait des ententes sur ce type de production-là, s'il y avait des mises en commun, alors il serait très difficile, voire impossible, de se trahir à nouveau. Mmh. Voilà leur idée. Alors ça démarre le 9 mai 1950. Réfléchissons un instant, ça fait 5 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Elle Mmh. s'est terminée le 8 mai 1945. Et le 9 mai 1950, le texte fondateur de la CK est signé. Ça, c'était pour le début. Oui. Heu, la vision, est-ce que pratiquement, est-ce qu'ils avaient déjà vu d'autres étapes ensuite, après la CK? Est-ce qu'ils avaient imaginé des étapes? Est-ce qu'ils avaient imaginé des difficultés que pourrait rencontrer, cette construction et des limites? En tout cas, oui, ils avaient perçu qu'il y aurait forcément des difficultés. La première difficulté serait sans doute d'aller plus loin que la CK. C'est toujours un pari que de se dire on va démarrer ainsi, mais la vision à long terme, ce n'est pas le point de départ. C'est bien ce vers quoi on va. Et ces trois hommes voulaient, rêvaient, pour l'Europe, d'une démocratie euh, généralisée, disait-il, mais dans le sens chrétien du mot. Et ça, c'est intéressant de voir cela mentionné, notamment dans l'ouvrage Pour l'Europe que je mentionnais tout à l'heure de Robert Schuman, où il a une phrase que je trouve lourde de sens. Hein. La démocratie sera chrétienne ou ne sera pas. Tu peux le développer ça? Eh bien oui, c'est intéressant. Alors, je vais d'abord citer Schuman, puis après, je vais compléter. La démocratie sera chrétienne ou ne sera pas. Une démocratie antichrétienne sera une caricature qui sombrera dans la tyrannie ou dans l'anarchie. La position du démocrate peut être définie ainsi. Il lui est impossible d'accepter que l'État ignore systématiquement le fait religieux, qu'il lui oppose un parti pris qui frise l'hostilité ou le mépris. L'État ne saurait méconnaître sans injustice ni sans dommage pour lui-même l'extraordinaire efficacité de l'inspiration religieuse dans la pratique des vertus civiques, dans la si nécessaire sauvegarde contre les forces de la désagrégation sociale qui sont partout à l'œuvre. Les forces de la désagrégation sociale qui sont partout à l'œuvre. Robert Schuman était convaincu, parce que un homme de grande culture, hein, aussi de connaissances historiques très très importantes, que dans toutes les initiatives humaines, dans tous les gouvernements humains, il y avait des forces contradictoires et que ces forces de désagrégation sociale, elles existaient et elles existeraient. Il faudrait donc leur opposer une force de cohésion sociale. Et pour lui, et pour Konrad Adenauer comme Alfred de Gasperi, Alcide de Gasperi, pardon, c'était pareil. C'est que le christianisme comporte en lui-même, de manière intrinsèque, une puissante force de cohésion. Et notamment pour nourrir et soutenir ce que Robert Schuman appelle les vertus civiques. En effet, rechercher le bien de l'autre, n'avoir pour, si on a, pardon, c'est important, alors que si on a pour seule limite que son horizon à soi, eh bien, il n'y a pas de cohésion sociale possible. On est toujours à la recherche et dans la revendication d'une liberté que l'on qualifie d'absolue, c'est-à-dire une liberté dont la seule mesure est nous-mêmes. Mmh. Donc, pour eux, oui, la démocratie sera chrétienne ou ne sera pas. Et il est intéressant de noter que dans la citation de Robert Schuman que j'ai faite tout à l'heure, pour une position qui serait antichrétienne, alors
donnerait naissance à une caricature de démocratie. Ce qui est extrêmement prophétique, c'est quand Robert Schuman va plus loin, il dit que ça déboucherait sur la tyrannie ou l'anarchie. C'est une vision extrêmement lucide de ce qui peut découler d'un refus des forces de cohésion que le christianisme peut apporter. Alors, pour lui, il ne s'agissait pas de faire des États ou de l'Europe une institution chrétienne. Euh, L'Europe était au service de tous, les pays étaient au service de tous. Mais il l'imaginait, et les trois l'imaginaient ainsi, on ne peut pas avoir une vision claire si on ne sait pas, si on ne connaît pas ou que l'on méconnaît ce qui doit animer notre vision et justifier le sens des décisions politiques, dans le sens du respect de l'autre, du respect d'autrui. Et là-dessus, il a eu, et ils ont eu tous les trois, raison. J'allais dire même terriblement raison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2004, quand on était en discussion en Europe, cette fois-ci pour se donner une constitution européenne, il était question de noter dans le préambule, de citer les racines chrétiennes de l'Europe. Les pères de l'Union européenne l'auraient évidemment accepté, bien volontiers cela. Mais on se souvient que le président Chirac s'y est opposé. Il a refusé que soit inscrit dans le préambule de la Constitution européenne la mention des racines, la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Et puis, souvenons-nous du référendum de 2005 à propos justement de la Constitution européenne. Le peuple français dit non. Donc il y a une consultation qui est démocratique. Et malheureusement, il n'y aura pas de respect de du choix du peuple français, puisqu'en 2008, la décision, la réponse au référendum qui était non, la Constitution européenne telle qu'elle était présentée, eh bien, l'avis du peuple français sera détourné en 2008 par le Parlement. Et ça, je pense que les pères de l'Église avaient bien noté qu'il fallait mettre dès le départ une alerte. Ensuite, faut-il être écouté? Et malheureusement, force est de constater qu'ils ne l'ont pas été là-dessus. La démocratie chrétienne respecte l'autre et le peuple. Est-ce que tu nous as donné donc une sorte de grille d'analyse. Est-ce que je peux te demander si tu irais, jusqu'à dire que, les, pères fondateurs de l'Union européenne, enfin de l'Europe, n n'approuveraient pas, ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'il ne l'approuverait pas. Et la raison pour laquelle je pense cela, c'est que il n'était pas dans une vision des États-Unis d'Europe. Et il savait l'expliquer. Ça me paraît très intéressant. En prenant l'exemple des États-Unis d'Amérique, ils ont expliqué que euh, les États-Unis, ça avait été tel qu'ils s'étaient construits outre-Atlantique, ça avait été possible parce que c'était des, des États neufs. Ils n'avaient pas le poids de l'histoire de l'Europe. Ils n'avaient pas non plus le patrimoine de l'Europe. Et quand des pays ont un patrimoine aussi important, aussi intense, aussi riche également, alors il ne s'agit pas de vouloir en faire fi. Et eux pensaient que l'Europe ne devrait jamais oublier les différences entre pays, les différences de perception, d'histoire, et parfois savoir s'en accommoder aussi. Parfois savoir s'en accommoder. Et je pense, euh, quand il réfléchissait à la position de l'Angleterre, euh, pour Robert Schuman, ça ne serait pas possible que l'Angleterre ait le même rapport que la France ou l'Allemagne à la construction européenne. Alors là, je peux le citer à nouveau. Hein. Pour lui, il disait que euh,
la position du Parlement anglais et du gouvernement anglais, euh, c'était qu'il ne pouvait y avoir aucune institution qui soit supérieure euh, à la, comment dirais-je, à la conduite politique anglaise, c'est-à-dire au Parlement anglais ou au gouvernement anglais ou au roi d'Angleterre ou à la reine d'Angleterre. Et cette position-là faisait qu'elle était respectable, mais faisait que son rapport, le rapport de l'Angleterre à l'Europe ne pourrait pas être le même que celui de la France à l'Europe, ou de l'Allemagne à l'Europe, ou de l'Italie à l'Europe. Et donc, ils avaient, ils avaient cette compréhension de l'histoire et du sens des peuples que je pense parfois on a du mal à retrouver dans nos institutions européennes actuelles. C'est pourquoi ils, ils parlaient ensemble, ces pairs de l'Europe, de minimum d'intégration politique. Et là encore, je voudrais citer Robert Schuman, parce que pour Mmh. bien expliquer sa pensée, l'intégration économique que nous sommes en train de réaliser ne se conçoit pas à la longue sans un minimum d'intégration politique. C'est un complément logique, nécessaire. Il faut que l'Europe nouvelle ait un soubassement démocratique, que les conseils, les comités et autres organes soient placés sous le contrôle de l'opinion publique. Contrôle qui soit efficace sans paralyser l'action et les initiatives utiles. L'intégration européenne doit, d'une façon générale, éviter les erreurs de nos démocraties nationales, surtout les excès de la bureaucratie et de la technocratie. La complication des rouages et l'accumulation des emplois ne sont pas une garantie contre les abus, mais sont parfois elles-mêmes le résultat de la surenchère et du favoritisme. L'ankylose administrative est le premier danger qui menace les services supranationaux. Et ils vont développer une pensée de la subsidiarité, c'est-à-dire définissons, regardons ce qui doit être des décisions qui devront être prises à un échelon supranational, à l'échelon européen, mais laissons au peuple ce qui doit leur appartenir, leur rester en propre. Et cette vision-là, elle était à la fois respectueuse de l'échelon premier, je vais dire, et en même temps désireuse du supranational. Mmh. L'un et l'autre n'étant pas en concurrence, mais en complémentarité, et le supranational ne cherchant pas à prendre euh, la direction complète autoritaire du national. Mmh. Bon, parfois on jette un pavé dans la mare. J'ai l'impression que tu nous en as jeté plusieurs d'un coup. Ça tombe bien, on est en pleine période, électorale pour les élections européennes. C'est le bon moment de se poser la question de s du modèle que nous souhaitons pour l'Europe, pour demain. Donc c'est bien, on va pouvoir continuer dans les semaines qui viennent à réfléchir ensemble avec, des experts, des témoins qui vont pouvoir, nous donner un petit peu leur avis de ce qu'est l'Europe, ce qu'elle est devenue et surtout ce que, nos candidats en proposent. Alors je suis, content de vous inviter dans les semaines qui viennent à découvrir tout ça avec Franck et avec d'autres. Alors, à très bientôt les amis. Au À très revoir. bientôt.